Bienvenue dans le studio des experts. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant près d'une heure, nous allons passer l'actualité des 7 derniers jours en revue. Et au menu, on va évidemment parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens en exode depuis l'invasion russe. On va parler aussi du difficile équilibre entre logement et espace vert, ainsi que des pénuries et flambées des prix à prévoir. Et pour en parler, j'ai invité 2 anciens politiques et 2 experts. Alors commençons d'abord par nos experts. Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Yves Kengen, journaliste punk de chez entrelesllignes.be. Bonjour. Alors ils sont déjà plus de 12 000 au moins à s'être inscrits à Bordeaux ou au Ezel. Ils viennent d'Ukraine pour chercher un refuge momentané. En majorité des femmes, des enfants, des personnes âgées. Reste le problème de l'hébergement. Et c'est là que parfois cela se complique, comme dans le cas de cette idée généreuse d'un village que l'on pourrait installer à Delta. Reportage, Jim Moscovic et Charles Carpro. 4 hectares de terrain vague qui pourrait bientôt accueillir un village d'hébergement de 1000 réfugiés ukrainiens. Ce site se situe derrière l'hôpital Delta. L'idée vient du bourgmestre d'Oderghem, Didier Gauzoin. On peut très facilement accueillir ici 300 modules d'hébergement, c'est-à-dire à peu près un bon millier de personnes, prévoir des classes, parce qu'il faudra quand même qu'on scolarise des enfants, des lieux collectifs, des lieux de jeu aussi pour les enfants. Donc ici, on peut temporairement, mais structurellement, trouver une réponse à cet afflux de réfugiés. L'idée est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par le secrétaire d'État à la migration, Sami Mehdi, qui voudrait que les choses aillent vite. Je sais que souvent on a besoin de beaucoup de temps pour créer de grands projets en Belgique, mais là on n'a pas le temps, on n'a pas le choix. Il y a une crise en Ukraine, il y a une crise humanitaire dans l'Union européenne et on doit faire le nécessaire assez rapidement. Tout le monde semble favorable au projet, reste une question cruciale avant les détails techniques. Qui va payer ? Les régions sont en effet compétentes pour créer ces places-là et pour garantir que ça se fasse dans les bonnes conditions. Et donc oui, il y a un coût par rapport à cela. C'est le coût quelque part de la guerre. Pour le fédéral, c'est donc la région qui est compétente, mais quand on pose la question à la région, elle renvoie la balle au fédéral. Il va falloir vite trouver qui financera ce projet, car peu importe qui paiera, des centres de cette ampleur, il en faudra d'autres à Bruxelles. Alors Vanessa Lullier, on parle de ces villages en Flandre, en Wallonie, mais à Bruxelles, est-ce qu'il y en aura un ? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, en tout cas, ça ne semble pas être vraiment bien emmanché. On n'a pas de réponse vraiment très claire de la région. On voit cette proposition de Didier Gauzoin qui se sent un petit peu seul, je pense, sur son terrain pour l'instant. On a mis en place d'autres centres d'accueil du coup. Puis il y a toujours la question après, si on fait un village comme ça, combien de temps il va rester ? Parce qu'évidemment, ces gens vont rester quand même quelques mois a priori. Et puis... est-ce qu'il se domicilie dans ce village, donc du coup à Oderghem, ce qui entraîne aussi des frais pour la commune si c'est à Delta. Tout ça, ça reste quand même un peu en questionnement pour l'instant. Et au niveau de la région, on n'a pas l'impression qu'on est très pressé de répondre à ces questions. On a l'impression qu'il y a eu quand même quelques couacs de communication entre le fédéral, les communes, les provinces, ça c'est plutôt pour la Wallonie et la Flandre, pour savoir exactement qui allait faire quoi. Oui, c'est pas très clair. À chaque fois, on se dit que c'est le fédéral. Est-ce que c'est l'asile et l'immigration ? Est-ce que c'est le CPAS qui revient ? Est-ce que c'est la région ? Est-ce que c'est l'aide aux personnes sans abri ? Enfin, tout ça est un peu flou et on voit bien la lasagne institutionnelle belge dans ces cas-là. On la voit que trop bien. Et ces réfugiés, il faut surtout s'occuper d'eux. Oui, j'ai l'impression que ce dont vous venez de parler, c'est un peu un problème de riches. En 48 heures, on a trouvé des solutions pour héberger des milliers d'Ukrainiens, donc bien blancs, bien chrétiens. Et pendant tout ce temps-là, on ne parle plus des autres migrants, ceux qui étaient déjà à notre porte avant, ceux qui sont basanés, qui sont parfois musulmans. On n'en parle plus du tout. Alors je trouve ça un peu dommage et je trouve que de la part de l'État, il y a une certaine... Enfin, je ne veux pas dire un racisme d'État, mais quand même quelque chose de cet ordre-là, qui fait que tout le monde se précipite au secours des Ukrainiens et que, du coup, tous les autres migrants ou demandeurs d'asile, on ne s'en occupe plus. Vous ne faites pas la différence entre des gens qui demandent un asile pour des questions de sécurité et des migrants plus économiques ? Je pense que les migrants qui cherchent un asile pour des raisons de sécurité sont majoritaires parmi les migrants qui viennent du Sud. Et que ce que vous dites là, c'est quand même un
procès d'intention à leur égard. Non, je ne parle pas d'eux nécessairement. De manière générale, est-ce qu'il y a une différence à avoir mais moi je pense que non. Moi je pense qu'un migrant, c'est un migrant, qu'il soit ukrainien, qu'il soit syrien ou soudanais. Pour les raisons de la présence du refuge, c'est ça. Est-ce que c'est plus urgent de s'occuper de quelqu'un qui quitte les bombes, de quelque pays que ce soit? Mais les Syriens qui ont traversé la Méditerranée sur des embarcations de fortune, ils fuyaient les bombes russes qui tombaient sur Alep. Donc c'est exactement le même schéma, puis c'est les mêmes bombes, c'est les mêmes Russes, c'est le même Poutine, mais ce n'est pas les mêmes victimes, apparemment. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités, enfin pas spécialement des bombardements, mais surtout de comment on accueille tous ces gens. Ceci dit, excusez-moi, je rajoute, mais si on construit le village dont vous parliez là, et qu'on se pose la question de savoir ce qu'ils deviendront quand les Ukrainiens pourront entrer chez eux, eh bien, on pourrait accueillir tous les autres réfugiés. Voilà une solution effectivement facile. Ne vous posez plus de questions, Yves Kengen a la réponse. Alors, on va accueillir nos deux invités à présent. Ce sont deux Bruxellois qui ont fait le choix de mettre la politique de côté après une longue carrière de 40 ans pour l'un et de se réorienter pour l'autre. L'un a connu la mue du Parti catholique en PC, CDH, puis les Engagés. L'autre a vécu une autre mue, celle du FDF en Défi. L'une est députée honoraire, l'autre est marolien d'honneur. L'un était actif à la ville de Bruxelles, l'autre un peu partout dans la région. L'une est auteur et artiste peintre, l'autre va se consacrer surtout au voyage qu'ils entrent. On accueille Fatoumata Fati Sidibé, qui fut députée régionale FDF puis Défi pendant 10 ans, jusqu'en 2019, et qui a préféré donc une trajectoire artistique. Bienvenue à vous. Et à ses côtés, Christian Seu, qui fut échevin de la ville de Bruxelles, du temps du PSC et du CDH, et qui vient d'abandonner la vie politique et communale. Il nous expliquera tout ça, mais on va d'ailleurs commencer par lui, parce que c'est le plus récent abandon de la politique dans votre cas. Vous étiez conseiller du CPAS encore à la ville de Bruxelles. Vous avez commencé il y a 40 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrête et on n'a plus ce virus de la politique? On a toujours le virus de la politique, je vais dire dans le sens gestion de la cité, ça on va évidemment le garder, mais à un certain moment, je pense qu'il faut dire que quand on exerce des mandats, on a fait le tour, entre guillemets. Et donc, moi, effectivement, j'avais fort envie d'avoir une expérience comme conseiller CPAS, parce que c'est la seule que je n'avais pas eue tout au long de ma petite carrière, qui s'est déroulée essentiellement sur la ville de Bruxelles. Mais j'avais aussi dit, étant donné mon âge, que je vais entourer, et pas former, mais enfin surtout entourer celui qui allait me suivre. Et donc, c'est avec beaucoup de bonheur aussi que j'ai cédé la place en respectant mes engagements, jeune. Mais je crois qu'à un certain moment, effectivement, il faut se dire qu'il faut renouveler aussi. Et 40 ans, c'est déjà bien. Alors, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, mais en un mot, peut-être Fatoumata Sidibé, de votre côté, ça fait 3 ans que donc c'est fini. Ça vous manque, la politique? Non, pas du tout. Ça ne me manque pas du tout. C'est un choix. C'est une belle expérience professionnelle pour moi, parce que finalement, ça fait quand même 10 ans que je me suis investie à fond. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il faut être flexible. Il faut aussi choisir parfois là où on va, là où son choix de cœur et d'engagement est le plus efficace. Alors on expliquera ce que vous faites aujourd'hui dans un instant, mais je reviens sur cet accueil des réfugiés. Fatoumata Sidibé, qu'est-ce que vous pensez, comment la région, le pays, les communes se comportent par rapport à cet afflux de réfugiés assez exceptionnel en nombre, ces réfugiés ukrainiens? Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à une crise pareille, mais celle-ci, elle est évidemment d'une ampleur plus grande. La crise des Syriens, on l'a connue aussi très difficile. Ce que je constate, c'est que de nouveau, il y a une situation difficile qui est manifestement impréparée, mal organisée, et on constate que ce sont les citoyens qui sont au front pour accueillir et pour organiser cette prise en charge. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, nous sommes confrontés à maintenant la difficulté de notre structure politique, très compliquée, puisqu'il y a le fédéral, il y a les régions et les communes, qui est le fédéral qui est en charge de l'accueil d'urgence et la prise en charge, l'enregistrement, et puis il y a les régions et les communes. Et entre les trois,
Le dialogue n'est pas toujours au plus fixe. Oui, Et pendant ce temps-là, on s'en rend compte. On se rend compte. Et donc, pendant ce temps-là, sur le terrain, concrètement, il y a des milliers de réfugiés ukrainiens qui sont là, qui attendent d'être enregistrés, d'avoir un logement, d'être accompagnés. Mais évidemment, cette crise met en avant notre capacité à gérer aujourd'hui l'accueil de l'autre, l'accueil de l'immigrant. C'est aux portes de l'Europe aujourd'hui, on le voit, c'est l'Europe qui est impactée. Et donc, on voit la réponse qui s'organise de manière différente, il est vrai. Mais je pense que cette crise ukrainienne doit nous faire réfléchir aujourd'hui à comment est-ce que l'Union européenne met en place un plan de répartition des réfugiés d'où qu'ils viennent pour qu'il y ait aujourd'hui un accueil humain et plus organisé. Et les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale, orientale, qui sont également confrontés aujourd'hui à ces afflux de réfugiés ukrainiens qui ne sont pas des demandeurs d'asile, il faut les préciser, ils sont ici pour une protection temporaire. Et donc, ils peuvent circuler, travailler en Europe, mais là, il va falloir réfléchir de manière structurelle comment les accueillir et surtout organiser à long terme leur prise en charge parce que certains vont vouloir rester ici pour une dignité et la sécurité. Alors Christian Anceux, peut-être vous, avec l'œil du conseil du CPS, on voit arriver ces réfugiés qui ont droit à une aide du CPS. Comment ça va se passer ? Je pense que d'abord, on a évidemment une crise exceptionnelle et il faut y répondre le mieux possible. Donc je pense qu'on essaie déjà de faire une série de choses. Moi, j'aime pas trop qu'on soit trop négatif. Il y a encore beaucoup à améliorer, mais enfin, quand on voit ce qui se passe déjà et l'évolution, et le rôle de la ville de Bruxelles est essentiel, que ce soit à l'accueil abordé, maintenant la mise à disposition d'un palais, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire récente de toutes les aides en matière d'immigration, la ville de Bruxelles a joué un rôle fondamental. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un deuxième temps? C'est évidemment coordonner, comme tu l'as très bien dit, toutes les actions citoyennes. Ces actions citoyennes sont merveilleuses. Elles viennent du cœur, elles veulent aider. Peut-être un peu les coordonner. Mais il ne faut surtout pas réagir comme le bourgmestre en disant « Oh là là, j'ai peur d'avoir un parc Maximilien. Ouais. » Non, il faut peut-être se coordonner, mais moi... que ça soit à l'époque comme PSC, CDH, aujourd'hui les engagés, quand il y a une initiative citoyenne, je trouve que c'est essentiel et il faut les entourer. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais venir à votre question directement. Je pense qu'il faut se coordonner, et c'est vrai ce que tu dis aussi, on est un pays compliqué, un pays compliqué à Bruxelles, un pays où il y a plusieurs, il y a le fédéral, il y a le régional, etc. Moi, je crois que le fédéral doit faire un effort, c'est très clair, parce que nous le faisons déjà et nous l'avons fait. Et au CPS, là, il faut aussi avoir un soutien, parce que on a des assistantes sociales, des assistants sociaux merveilleux, mais qui sont sur le terrain depuis 2 ans avec la pandémie de manière extraordinaire. Et ça fatigue aussi. Et maintenant, ils vont devoir, et ils vont le faire, hein, parce qu'ils sont généreux socialement, ils vont le faire, mais c'est quand même fatigant. Donc il faudra là aussi que je pense qu'on ait des aides particulières, surtout s'il y a des points de chute sur certaines communes, puisque c'est elles qui vont être évidemment en contact premier avec les gens qui ont besoin de nous. C'est souvent le cas, parce que comme on s'enregistre en région bruxelloise, eh bien on va dans les communes bruxelloises plus facilement qu'en Wallonie ou en Flandre. Donc il faut une aide à la fois pour l'argent qui est donné et pour le personnel des CPS. Oui, mais ça peut, effectivement, et le personnel, c'est pas facile d'en trouver non plus, mais enfin on en trouvera, mais il faut qu'il y ait une aide supplémentaire, je dirais, aux frais de fonctionnement du CPS, si vous voulez, de manière à ce qu'on puisse répondre adéquatement. Et je pense je ne vois pas qui pourrait ne pas le faire dans cette situation-ci. Si vraiment on ne le fait pas maintenant, c'est à désespérer du genre humain. Hein. Yves Kenguien, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais juste dire qu'ils ont quand même eu la visite du roi. C'est réconfortant. Et le roi va en héberger. Ben aussi. Voilà une solution. Oui. Ah oui, je vous l'apprends, Fatoumata. Alors, vous êtes d'accord sur cette vision des choses, que c'est peut-être le fédéral qui devrait prendre davantage en charge, comme c'est de l'urgence? Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Pour l'urgence, oui, le fédéral, mais en attendant, cette urgence peut durer longtemps. La guerre n'est pas terminée, on ne sait pas quand elle va se terminer, et comment. Et toutes ces familles qui ont fui des situations dramatiques, mais ils ont besoin aussi d'être encadrés, entourés. Il y a l'emploi, la situation des écoles, l'intégration. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une réflexion à mener aujourd'hui par rapport à l'accueil de l'autre en général. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il faut un soutien du fédéral, mais l'articulation doit être au départ des communes, je pense. Je pense que quand vous regardez la pandémie aussi, le niveau de pouvoir qui a le mieux répondu et le plus rapidement possible, même si c'est sans doute encore trop lent, mais le plus rapidement, c'est la commune. Et donc je crois qu'il faut utiliser le savoir-faire des communes et des CPS bruxellois, mais en même temps,
avoir une aide financière parce que ça va coûter. Mais c'est un peu comme ça que ça a démarré. Quand Sami Madi a fait appel aux communes en disant « dites-nous quels sont les logements qui sont à disposition », les communes ont organisé cela, Vanessa Lullier. Oui, mais sauf que maintenant ça patine. Donc effectivement, les communes ont recueilli les bonnes volontés des gens et les logements qui étaient proposés, mais maintenant, souvent, il y a des familles qui restent sur le carreau, qui se disent je me suis inscrite, je vois des gens qui sont dans la rue et puis ils ne viennent pas chez moi alors que moi j'ai de la place pour les accueillir. Donc c'est un peu contradictoire. Et là, les communes, elles sont peut-être fatiguées aussi avec le Covid. Les communes doivent attendre qu'on leur envoie aussi ces personnes qui sont demandeurs d'hébergement. Oui. Et il y a des communes qui ont fait part de leur demande de propriétaires d'héberger et pourtant ils n'ont pas reçu de réfugiés qui sont venus à leur porte. Vous voyez, quand on dit que ça manque de coordination. Donc il y a une coordination vraiment importante. Et puis on parle de l'urgence et il faut une solution structurelle parce que là on est confronté à une situation qui risque de durer longtemps. Peut-être qu'un commissaire, comme on l'a fait pour le Covid, aurait été utile de nommer très vite un commissaire pour les réfugiés en Ukraine. Je propose de parler d'un autre élément qui est finalement une des conséquences de la situation internationale, en tout cas sur la vie quotidienne des Bruxellois, c'est l'accélération de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, les pénuries peut-être qui sont appelées à intervenir. Hausse des coûts de l'énergie, je le disais, mais si la ville Valdy a prévu quelques compensations, ça reste quand même des prix très très élevés pour l'électricité, pour le gaz, pour l'essence, pour le mazout. Et il y a aussi la hausse du prix du blé avec un pain de plus en plus cher. Reportage, Léa Giannourio et Marie-Noël Dinan et Béatrice Broutou. Alain est boulanger depuis 40 ans. Le métier, il le connaît bien. Et cette augmentation des prix des matières premières, pour lui, c'est du jamais vu. C'est la première fois dans ma vie professionnelle que je vois ce genre de choses. Il faut savoir que pour l'instant, on est à plus ou moins 400 € la tonne de blé. Ce chiffre a doublé en l'espace de quelques mois et va certainement encore doubler. Entre la hausse du coût de l'énergie et le conflit en Ukraine qui compromet les importations de blé, compliqué pour les boulangers de faire face, la Fédération francophone de boulangers-pâtissiers en appelle aux autorités publiques. La fédération se bat tous les jours à ce niveau-là pour dire d'essayer d'avoir quelque chose, un abattement ou quelque chose que c'est vraiment plus supportable pour nos entreprises. On ne peut pas se permettre de relater les coûts réels de revient de nos produits. Donc c'est dans notre bourse, pour ceux qui en ont encore une petite, avec tout ce qu'on a subi, on travaille, je vais dire, à moitié pour rien. Dans cette boulangerie, les étiquettes sont encore les mêmes, les prix n'ont pas bougé, mais ce n'est qu'une question de temps. On attend un peu de voir à quel moment tout va augmenter, à quel moment tout va éclater. Et à ce moment-là, nous, on fera aussi le nécessaire. Pas mal de clients qui commencent à poser des questions, qui se demandent un petit peu comment ça va se passer, parce que dans le portefeuille de chacun, c'est pas évident non plus. Des clients inquiets qui redoutent une énième montée des prix. On est tous soumis à des augmentations déjà énergétiques qui sont compliquées pour tout le monde. Et si en plus on doit payer notre pain plus cher, ça fait plaisir à personne. Il faut toujours en acheter. Maintenant certainement un peu moins, ou peut-être dans d'autres commerces qui feront moins cher, mais je ne pourrais pas m'en passer en tout cas. Selon la Fédération flamande des boulangers, en 2022, l'augmentation du prix du pain devrait être de 30 centimes, une hausse de 13% par rapport à l'année dernière. Alors on est très inquiet, on sent que tout le monde est très inquiet par la guerre et aussi par ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Fatoumata Sidibé. Ah oui, il y a eu le Covid, et puis maintenant la guerre, et je pense qu'on traverse une zone de turbulence vraiment très importante et on ne sait pas quand et comment on va en sortir. Alors on est face à une urgence sociale parce que les coûts sont là, l'inflation est là, que ce soit la pompe, l'électricité, le gaz, le mazout, les Belges aujourd'hui ont du mal vraiment à boucler les fins du mois. Ils doivent faire des économies sur la consommation d'énergie, sur un peu de tout. Donc je pense sincèrement que les mesures qui sont prises par le gouvernement, je ne sais pas dans quelle mesure elles vont alléger le poids de l'inflation sur les citoyens. Et il n'est pas dit que cette crise ne va pas perdurer parce qu'on sait qu'il y a également en toile de fond une pénurie de denrées alimentaires très importante. Et on l'a vu, le blé, donc le prix du pain, c'est quand même quelque chose de très important. Donc je pense qu'on va traverser une période difficile et qu'on sait que déjà beaucoup de Belges sont dans des situations difficiles, ceux des
pauvreté est de plus en plus important pour les Belges. Alors comment est-ce qu'on va y arriver? Il va falloir faire d'inventivité, mais aussi de générosité et de réflexion pour que nos politiques aujourd'hui trouvent un juste équilibre pour que le citoyen ne soit pas celui qui va payer la note. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut que l'État s'endette davantage ou faire payer les riches, comme dit le PTB Je pense que c'est un deuxième défi, hein, donc, si vous permettez. Mais il y a une chose essentielle, c'est la TVA sur l'énergie, gaz, électricité. Je pense que tout le monde peut dire que c'est un bien de première nécessité. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est réduire à 6% et pas pour 2 mois ou 3 mois. Alors ça coûte, c'est évidemment, quand on fait les montants, mais toutes les mesures vont coûter. Hein, et on est dans une situation financière. C'est pas toujours une mesure équitable. On parle toujours des 10 personnes qui ont une piscine à chauffer, etc. Mais enfin, je pense que... Il y en a beaucoup à Neder-Overenbeek? Je pense qu'il y en a peut-être une. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit chauffée à l'extérieur. Mais non, je pense que c'est quand même essentiel. Il y a quand même, par exemple, par rapport à la Wallonie, à Bruxelles, beaucoup plus de chauffage au gaz, etc. Donc ça, c'est une mesure à faire. Et la deuxième chose, et je suis d'accord, il y a évidemment les premiers qui sont touchés, ce sont les plus fragiles de nos sociétés. Mais moi, je voudrais quand même dire aussi qu'on doit faire attention à la classe moyenne et ceux qui sont juste au-dessus. Hein. Parce que vous avez une série de personnes qui sont aujourd'hui avec des aides probablement insuffisantes, mais qui les ont. Et puis parfois, quand vous êtes juste au-dessus, vous ne les avez pas. Et donc, je crois que ces personnes-là, il ne faut pas les oublier. Et il faut aussi les aider dans une série de mesures, mais qui seront difficiles à prendre. Hein, parce qu'il faudra bien un jour qu'on paye ça. Il n'y a jamais rien qui est vraiment gratuit. Mais il faut aller à l'essentiel, en tout cas, sur le gaz et l'électricité, pour moi. Yves Kenyen? Oui. Bien sûr qu'il faut se préoccuper des personnes les plus, comment dirais-je, démunies par rapport à ce qui se passe et ce qui va continuer de se produire. Comme je l'ai déjà dit, je pense ici gouverner, c'est prévoir. Et je crois que là, c'est l'Europe qui doit intervenir maintenant pour réguler le circuit d'approvisionnement en denrées alimentaires. Parce que l'Ukraine, c'est le grenier à blé et à oléagineux de l'Europe. Il va y avoir des pénuries terribles. Oui, parce qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Il n'y aura pas de récolte. En plus, les terres sont bombardées, donc leur fertilité risque d'en souffrir. Et donc, il ne faut pas qu'on se retrouve, comme maintenant avec le gaz, à devoir chercher des solutions alternatives dans l'urgence. Maintenant, on sait qu'il va y avoir des pénuries, on sait qu'il n'y aura pas de blé ukrainien ni de tournesol ukrainien cette année. Je pense que c'est à l'Europe d'organiser un système qui fait que les petites gens, et même les classes moyennes, comme l'a très bien dit Christophe, c'est ça? Christian, voilà, ça commence de la même façon. Pas de souci. Et c'est ça la coordination dont on a parlé. Et c'est peut-être ici que l'Europe doit montrer sa solidarité avec les Européens. Et sa force aussi. Vanessa Lullier? Oui, il n'y a pas qu'avec les Européens, parce que ça aura aussi des conséquences sur certains pays africains qui sont aussi dépendants du blé ukrainien. Donc c'est vraiment au niveau mondial qu'il faut faire quelque chose. Après, par rapport à ce que vous disiez concernant la baisse de la TVA à 6%, c'est vrai que c'est bien de baisser la TVA sur le gaz à 6%, mais bon, le faire pendant les mois d'été, c'est quand même un petit peu une demi-mesure. Oui, mais on paye ça mensuellement, hein, forfaitairement. Oui, mais enfin bon, normalement. Voilà. Dans l'expression, c'est pas une mesure qui va s'arrêter. Hein. Comme c'est un bien de première nécessité, ça doit rester à 6%. Mais c'est ça, mais qui après le 30 septembre va oser remettre à 21 si on est toujours avec cette problématique qui va perdurer. Ouais. Mais là, il y a 1,3 milliard qui est mis sur la table en différentes aides, baisses et autres. Est-ce que ça va suffire? C'est ça la vraie question. Juste un petit détail, ça n'a peut-être rien à voir, et ma remarque est peut-être d'une naïveté confondante, mais l'Europe avait prévu un budget de 750 milliards d'euros pour faire face aux séquelles de la crise sanitaire. Je pense que ces 750 milliards d'euros n'ont pas encore été distribués, puisque on attend que les projets et que les dossiers... C'est le plan de relance. Plan de relance, ok. Oui. Pourquoi ne pas affecter une partie de ce budget à l'organisation
face à la hausse des coûts et à l'organisation d'un moyen de maintenir l'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires. Ce qui est intéressant quand vous parlez de l'Europe comme ça, c'est effectivement que c'est une autorité qui pourrait coordonner l'ensemble et qui sort quand même renforcée de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors non seulement en matière alimentaire, qu'on l'a dit, mais en matière de gaz et d'électricité aussi. Quand on voit par exemple comment réagit la France, etc. Mais ça aussi, même qu'on est dans l'Europe, il y en a qui ont complètement privatisé le secteur, il y en a d'autres qui ont gardé un pouvoir, je dirais, public fort à l'interne, etc. Donc une coordination qui permet alors effectivement qu'on réagisse ensemble de la meilleure manière possible, c'est certainement un plus. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Eh bien, là, on va quand même revenir sur Bruxelles et les Bruxellois. Je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche. Et à cette occasion-là, je vous propose tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actu de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Fatoumata Sidibé. Je vous propose tout d'abord Serge Depatoul, rattrapé pour fait de mœurs et convoqué par son président chez Défi. Raif Badawi, enfin libéré par l'Arabie saoudite. Julie Doucet, une auteure de BD féministe victorieuse à Angoulême. Ou Elon Musk, milliardaire américain innovant qui défie Vladimir Poutine. Qui choisissez-vous? Serge, Raif, Julie ou Elon? Eh bien, mon choix va à Raif Badawi, parce que vraiment, c'est un militant résistant qui a longtemps été enfermé et qui aujourd'hui est debout. Et c'est une victoire pour la liberté d'expression, c'est une victoire pour toutes celles et ceux qui se battent pour que dans le monde entier, les gens puissent s'exprimer. Et vraiment, c'est une victoire extraordinaire. Et là, on la salue et elle est aussi le fruit de longues luttes qui sont menées ça et là pour qu'on puisse triompher de la barbarie et de l'obscurantisme. Je vais quand même vous poser une question sur Serge Depatoul, que vous avez côtoyé sur les bancs du Parlement bruxellois. Un message à lui adresser? Le message que j'ai adressé à Serge Depatoul, c'est que si il y a une enquête en cours, elle doit suivre son cours, tout simplement. Nous, il y avait 2 plaintes, et elles ont été classées sans suite. Mais généralement, les plaintes sont classées sans suite. Et là, maintenant, il faut voir maintenant ce que sera comme conséquence. C'est quand même dommage aujourd'hui de constater que lorsqu'il y a des plaintes qui sont formulées par des femmes en termes de harcèlement, ces plaintes sont classées sans suite. Et je pense aussi qu'avec l'affaire MeToo, Libération de la parole, ce sont des personnes sans doute qui n'auraient jamais osé en parler avant, qui aujourd'hui en parlent. Et donc, c'est une manière aussi de montrer que nul n'est à l'abri, en tout cas, de nos plaintes. Et c'est peut-être un bon signal. 4 autres personnalités pour Christian Seux. Je vous propose tout d'abord Marina Osiadnikova, intervenue en direct à la télévision russe pour critiquer la guerre. Miguel Schell, conseiller écolo démissionnaire pour défendre les sans-papiers de la Gécamine. Yvan Colonna, l'indépendantiste corse grièvement blessé en prison. Ou William Hurt, le grand acteur hollywoodien décédé à 71 ans. Vous voyez, des gens de style tout à fait différents. Qui choisissez-vous? Marina, Miguel, Yvan ou William? On pourrait en prendre plusieurs, mais je vais prendre Marina parce qu'effectivement, quand je l'ai vue arriver à la télévision, on dit ce courage extraordinaire. J'en ai une émotion parce que je vois cette image et puis j'apprends que c'est une femme qui travaille là comme journaliste depuis des années, qui a 2 enfants. Et quand on fait ça là-bas, on risque 15 ans de prison chez un fou, hein. C'est pas comme ici où on va se faire engueuler une fois et le lendemain... Non, là, on a un risque extraordinaire. Risque, pardon. Ici, personnellement, vous n'avez aucun risque. Je sais, on n'a aucun risque. Et donc, je trouve ça extraordinaire, la façon dont elle l'a fait. Et ça a marqué, puisque si j'ai bien compris, maintenant, les journaux russes sont décalés de quelques secondes par rapport au direct, de manière à ce que ça puisse plus se produire. Mais donc, chapeau, chapeau, chapeau. Une femme, mère de famille, qui ose faire ça dans ce pays-là, ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? Tout d'abord, la basilique qui était vandalisée ces dernières semaines, le CDH qui devient les engagés,
les chers Rolling Stones, qui seront le 11 juillet au Stade Roi-Baudouin, les nouveaux rythmes scolaires adoptés cette semaine ou les nouvelles règles pour les trottinetteurs, c'est comme ça que je les ai appelés, de nouvelles règles qui ont été mises en place, ou qui vont être mises en place en tout cas. Alors Christian, parmi ces 5 infos, laquelle voulez-vous commenter ? Et si vous ne choisissez pas les engagés, je vous poserai quand même la question. Donc voilà, oui, nous devons en choisir une autre. Hein, donc. Je vais en choisir une autre et je pense que les nouvelles règles pour les trottinettes, ça c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que ça touche les gens tous les jours. Et quand je vois comment on les abandonne pour l'instant, comment ça se passe, c'est vraiment pas bien. D'autant plus que j'ai été, et je fais de la mobilité, souvent la cohabitation entre cyclistes, trottinettes et piétons se passe mal. Et c'est un des problèmes du piétonnier. Je ne vais pas l'ouvrir le débat aujourd'hui, mais moi j'ai déjà dit au bourgmestre, moi j'interdirais, je suis très clair, j'interdirais les vélos, les trottinettes, tout ça sur le piétonnier, ça doit revenir à un vrai piétonnier. Ils peuvent maintenant qu'ils vont faire un plan de mobilité avoir des alternatives, mais je suis encore passé là il y a quelques jours, vous avez des vélos je suis un défenseur du vélo, attention, mais qui roulent beaucoup trop vite. Donc je pense que ça c'est une bonne mesure maintenant. Comme toujours, il faut qu'elle soit respectée, ça c'est essentiel. Et alors sur le CDH devenu engagé, vous qui avez connu le PC qui est devenu CDH, et maintenant, le week-end dernier, le CDH qui est devenu les engagés, c'est un beau nom ? Mais je vais vous dire... Vous vous sentez désengagé, vous J'ai été un petit peu surpris, comme tout le monde, il faut le dire. Mais quand on réfléchit, je trouve que c'est positif, parce que je sais, tout le monde rigole, hein, les engagés, puis on dit non, les dégagés, les enfoirés, etc. Non, les engagés, c'est positif, et ça donne bien, l'expression de mouvement. Donc je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, on devait évoluer. Maintenant... moi, je suis un vieux de la vieille pour ça. Il reste effectivement, ce qui est important, c'est derrière le nom. Hein. C'est derrière le nom ce qu'on voit. Oui. Et je pense qu'il y a des choses essentielles pour nous qui restent importantes, qui sont les valeurs humaines, les valeurs humanistes, tout ce qu'on fait depuis des années. Les valeurs chrétiennes, est-ce que c'est important pour Pardon ? vous ? Les valeurs chrétiennes, vous qui avez connu le PC, est-ce que vous regrettez qu'il y ait ce détachement des valeurs chrétiennes ? Non, je pense que c'est des valeurs humanistes et humaines, il faut dépasser ça. Ça a été à une époque où on avait un engagement personnel qui se traduisait en politique. Mais moi, je n'ai jamais connu ça, donc je veux dire, je n'ai jamais été interpellé par cela non plus. De toute ma carrière, pendant 40 ans, on ne m'a jamais demandé si j'allais à la messe le dimanche. Je pense que ça, c'est terminé. Vous allez à la messe le dimanche ? Non, je ne vais pas à la messe le dimanche, mais je veux dire... C'est peut-être parce qu'on le savait, je ne sais pas. Quand vous ne posez pas la question. Je ne sais pas, mais je pense que détacher un engagement tout à fait personnel, religieux, d'une expression politique, je pense que c'est aussi aujourd'hui ce qu'il faut faire. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on renie intérieurement ce qu'on est relié, hein. Je pense que le sentiment essentiel de dire qu'on croit en l'homme et qu'on veut qu'il s'entraide et qu'on veut en sortir collectivement, ça reste essentiel, effectivement. Et Fatoumata Sidibé, vous trouvez que c'était une bonne idée de changer FDF en défi ? Je pense que oui. Je pense que le changement FDF en défi était une bonne initiative. Je pense que ça a porté ses fruits, là je pense. Mais je vais quand même revenir sur le changement du nom, le CDH qui devient les engagés. Et je pense que le CDH avait déjà pris le mot humaniste, hein, donc c'était déjà une main basse sur l'humanisme. Maintenant, les engagés, donc voilà, je pense qu'un changement de nom, ça peut être très important, ça peut être bon et mauvais. Mais là, quand je vois engagé, mais engagé en quoi, dans quoi, par rapport à quoi ? Et la question que je me pose aussi, est-ce que ce changement de nom ne sera pas seulement un changement de façade? Est-ce qu'au fond, par rapport justement les combats qui sont menés par le CDH, par rapport à des prises de position, est-ce que le CDH va également avoir une vision sans doute plus progressiste par rapport à certains dossiers? Mais vous avez quand même, on va pas faire un débat parce que je vois qu'elle n'a pas oublié la politique. Voilà, c'est ça. Voilà, Christian Seux n'y est plus. De toute façon, voilà, c'est fini. Alors, est-ce que vous choisissez une autre info qui vous ravit ou qui vous énerve? Mais moi, je suis énervée vraiment par le vandalisme de la basilique. J'ai envie de dire vraiment de manière très rapide, mais je pense que ça témoigne d'un climat de violence urbaine, de violence qui s'installe et qui, pour moi, vraiment est un signal qui est donné, qui me semble très honteux. Honteux qu'une basilique soit vandalisée, c'est vraiment une honte.
Alors revenons un peu à la politique. On a dit au début que, je vous avais invité tous les deux, c'était ça l'idée, d'avoir deux personnes un peu détachées de la vie politique de tous les jours, qui ont choisi un autre mode de vie. Est-ce que ça veut dire, quand on tourne la page, comme c'est votre cas, Christian Seu, que on ne va plus aux réunions de militants, qu'on ne suit plus l'actualité du mouvement et qu'on est tout à fait dans autre chose? Non, pas du tout, mais on lève le pied en tout cas, ça c'est clair. Mais ça veut dire quoi, lever le pied, concrètement? Lever le pied, ça veut dire que, parce que pour un politique, ce qui est important, c'est de réaliser son programme, mais pour réaliser son programme, il doit être élu, et élu le mieux possible avec un certain nombre de voix. Et ça implique des engagements, je vais dire, presque quotidiens. Ben c'est ça que je veux dire, qu'on lève un peu le pied, on n'est plus obligé d'aller à tous les rayons de quartier, etc., pour se montrer. Mais pour le reste, je vais évidemment continuer à suivre ce que j'ai toujours fait, parce que votre question, c'était un peu... Moi, j'ai fait de l'engagement tout au début. Avant que je me lance en 82, j'étais déjà représentant des étudiants au collège Saint-Pierre-à-Jette. Donc vous étiez déjà un engagé, en fait. Vous avez eu l'idée du nom, déjà il y a 40 ans. Ben voilà, c'est venu tout seul. Hein, oui. Et je me souviens, ça va peut-être vous faire sourire aujourd'hui, je suis passé en conseil de discipline au Saint-Pierre-à-Jette parce que je portais la barbe à 17 ans. C'était interdit à l'époque. Et puis, il y a eu Louvain où j'étais aussi. Et puis, j'ai pris la direction et je me suis engagé dans ce qui était plus politique. Voilà. Mais ça va continuer à rester. Moi, je suis toujours tout ça de très près. J'aime la lecture sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vais suivre, évidemment, même si c'est plus loin, l'élection française, voir dans quel état est la gauche française et pourquoi elle est comme ça, etc. Tout ça, c'est... Parce que ça vous passionne. Parce que ce type d'actualité vous passionne. Et vous, Fatoumata Sidibé, quand vous regardez l'expérience que vous êtes de 10 ans que vous avez eue, est-ce que vous vous dites, j'ai eu raison, ou bien finalement c'est une erreur, j'aurais mieux fait de faire, je ne sais pas moi, pharmacienne pendant 10 ans ou un autre métier? Non, pas du tout, aucun regret. Et franchement, c'est une belle expérience. J'ai une vie avant la politique, j'ai une vie pendant et une vie après. Donc moi, c'est une parenthèse de ma vie que j'ai beaucoup aimée aussi, il faut le dire, mais qui n'est qu'un pan de ma vie. Donc pour moi, c'est un mandat, c'est une mission, c'est pas une profession. Et donc, voilà, je suis partie. Et il est vrai que je suis de très loin maintenant l'actualité politique, mais parfois devant la télévision, j'enrage, je parle, j'explique et tout. Me dit, ouais, franchement, votre parti devrait s'appeler Les Énervés. Hein, c'est ça. Hein. Fatoumata Sidibé, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes peintre. Hein, ça fait déjà quelques années que vous faites ça. Et vous faites des sacs aussi? Oui, je suis artiste peintre aussi. Je suis auteur, donc c'est important. Ça ouvre des portes. Hein, donc c'est vrai que j'ai des conférences, des colloques, de la consultance, aussi un peu partout, sur la question du genre. Et évidemment, je suis maintenant entrepreneur, puisque j'ai lancé ma marque Sarankofa, ma marque de sac business artistique. De sac business artistique, hein, pour tous les genres. Hein. Et c'est vrai que c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire, parce que c'est nouveau et c'est un autre monde. Et là, vraiment, ma créativité, je peux la déployer, mais il est vrai que je suis aussi confrontée aujourd'hui en tant qu'indépendante à un autre environnement. Et moi, j'adore les défis, j'adore changer, et je pense sincèrement que le fait d'avoir arrêté la politique, ça m'a beaucoup aidé à aller plus loin dans ma créativité. Mais encore une fois, je suis une femme plurielle et je ne ferme pas la porte du tout à d'autres emplois, d'autres missions. Je ne dis pas politique. C'est un appel d'offres. En tout cas, on a compris. Alors, Christian, vous, dans votre cas, vous avez une vie professionnelle en même temps que la vie politique. Et ça, on le sait moins. Alors, dites-nous un peu ce que vous faisiez. Effectivement, parce que, donc, après avoir fait Louvain, je suis rentré au sein d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. En gros, s'occupe des lois sociales, où je suis rentré comme employé en 78. Et j'ai terminé à ma prise de pension comme directeur. Donc, j'ai fait toute une carrière là aussi. Je l'ai mis cette carrière professionnelle de côté pendant que j'étais échevin, évidemment, parce que ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc là, j'ai pris un congé politique. J'ai eu aussi la chance d'un patron qui était compréhensif, que si je m'absentais un peu, mais que je récupérais à d'autres moments, ça allait. Mais ce qui a été très important pour moi, très important pour moi, c'est que de cette manière, je n'ai jamais dépendu du parti pour ma vie professionnelle, pour mes rentrées financières. J'ai toujours été indépendant. Et donc ça, c'est important. Je crois qu'il faut le faire. Oui. Et alors, peut-être la différence entre nous, on en discutait tout à l'heure, c'est que j'ai été dans un exécutif, j'ai été échevin. Et ça, c'est quand même, au niveau des réalisations pratiques sur le terrain, on peut quand même montrer plus ce qu'on peut faire
plutôt que c'est aussi certainement très intéressant d'être député, mais tu es un petit peu dans un ensemble. Quand on est à la manœuvre, on peut faire plus. Mais voilà, j'ai fait deux carrières et c'est pour ça que maintenant... Vous n'avez jamais été député régional? Non, j'ai été... il y a très longtemps, j'ai été 5 ans premier suppléant. Mais voilà, il y avait, je ne dirai pas son nom, mais un brave député, ancien bourgmestre d'une commune qui avait son âge, mais qui n'a jamais voulu partir. Et voilà. Ouais, voilà. Et donc, vous n'êtes jamais monté. Mais vous avez connu aussi des gens incroyables. Vous avez travaillé avec Paul Van de Winans, vous avez travaillé avec Michel Demaret, Joël Milquet. Oui. Donc, c'est des personnalités. Quel est le souvenir le plus fort de ces périodes-là? Il y a beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai commencé avec Paul Van de Winans, ancien Premier ministre. Et alors, la première chose qu'il me dit, c'est pas en jeans ce conseil, hein? Oh là, aujourd'hui, tu t'imagines. Alors, j'ai connu son enlèvement, là, elle était sous les bancs avec tout ça. Puis il y a eu l'ascension de Michel Demaret, qui, sur le plan social, était un homme extraordinaire. Et malheureusement, et ça, on l'expliquera un jour, moi, je pense que c'est quand il y a un transfert de Van de Winans qui n'était pas devenu bourgmestre vers Michel Demaret que ça a commencé, évidemment. Et puis, on a eu le soutien de Joël Milquet, qui était une femme extraordinaire. D'ailleurs, on voit bien que d'une certaine manière, elle nous manque parce qu'elle rassemblait. Bon, elle avait aussi ses défauts et ses qualités comme tout le monde, hein, ça c'est bien sûr. Mais c'est vrai ce que vous dites, la vie politique que j'ai menée au niveau de la ville de Bruxelles a été effectivement marquée par ces 3 personnalités. Ça, c'est clair. En tout cas, du côté du PSC, du CDH, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein, pour d'autres partis. Il y a Olivier Minguin qui était échevin avant son fils à Bruxelles. Et il y a tous les socialistes, évidemment. J'ai connu 7 bourgmestres et 8 présidents de CPS. 7 bourgmestres, 8 présidents de CPS, c'est vous dire... Oui, ça a bougé. Vous, un souvenir particulier de gens excellents que vous avez rencontrés pendant ces 10 ans au Parlement bruxellois? Oui, bien sûr, Madame Spaak. Ouais. C'était vraiment une grande dame qui avait vraiment le sens de la politique, la diplomatie, de la courtoisie, des dossiers, de l'humour. C'est vraiment quelqu'un qui a redoré le blason de la politique belge. Franchement, c'est une femme extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. Donc un modèle, Antoinette Spaak. C'était pas une féministe, hein. Ouais, mais c'est important de le signaler. Mais c'est une femme qui a toujours porté des combats vraiment extraordinaires au niveau humain. Et c'est vrai que c'était un modèle. Et ça je rejoins tout à fait. Et moi, un de mes premiers meetings, ça va vous étonner, je n'étais pas encore à ce moment-là au PSC, mais j'ai été voir Paul-Henri Spaak, il y a très longtemps, quand il était, et il a fait son meeting, parce qu'à ce moment-là, le FDF ne trouvait des places nulle part, au Cercle Bouglione, place Flagey. C'était extraordinaire, hein, ça c'est au niveau de l'élocution, c'était merveilleux. L'éloquence. Vanessa Lullier, vous vouliez intervenir? Oui, c'est juste que quand vous dites que Madame Spaak n'était pas féministe, moi, tout dépend de la définition en fait qu'on met dans le mot féministe, mais je pense qu'une femme qui, à son époque, se lance en politique et arrive où elle est forcément un peu féministe. Voilà, c'est ma réflexion. Oui, d'accord, mais elle s'est toujours dit non féministe. Je pense que c'est important dans le sens où elle n'a pas porté en combat en tant que féministe, mais en tant qu'être humain. Et je pense que son parcours, son origine sociale, politique a été pour elle un tremplin extraordinaire qui fait qu'elle n'a pas dû se battre pour se frayer un chemin. Mais je pense sincèrement, moi qui ai été présidente des femmes défis, donc FDF, j'ai bien vu aussi que pour Madame Spaak, c'était un combat qui semblait quand même déjà gagné pour beaucoup de femmes. Hein. Moi, j'ai jamais senti chez elle que c'était une féministe. Par contre, c'était une femme extraordinaire pour les droits humains. Et le fait d'être une femme n'était pas forcément important pour elle. C'était être un être humain. Et dans ce sens-là, c'est important de le préciser. Pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Alors, merci pour cet échange. Je crois que c'est intéressant d'avoir parlé des anciens et des actuels. Je vous propose de parler d'un dernier sujet d'actualité. C'est ce débat éternel à Bruxelles entre le logement et l'espace vert. À Watermal-Boisfort, le bourgmestre, la ferme du Champ d'Écailles et des associations ne voulaient pas de nouveaux logements sociaux, ceux du Floréal. Après des années de combat, ils vont devoir accepter quand même la cohabitation. Reportage Anaïs Corbin et Fred Dehaenau.
3 hectares de verdure en pleine ville, c'est peut-être de l'histoire ancienne. La ferme du Champ des Cailles, qui occupait ce terrain de façon précaire depuis 2012, a annoncé qu'elle acceptait la construction de 70 logements sociaux sur un quart de la superficie du terrain agricole. Nous avons dit, nous souhaitons vraiment que ce soit le moins possible. Et il y a une partie qu'on appelle la friche, qui est en dehors, une petite partie qui est en dehors de la surface utilisée par le Champ des Cailles, qui pourrait potentiellement, c'est notre souhait, supporter les constructions. Mais ça, c'est les discussions autour du PPS qui vont le dire. Mais il était très important vis-à-vis de la CISP que nous disions on était OK avec la solution qui sortira. Le terrain, situé à Watermal-Boisfort, appartient à la coopérative de locataires sociaux, le Logis Floréal, qui avait l'obligation d'y construire des logements. Le Logis Floréal, en tout cas, se réjouit du fait que la ferme du Champ des Cailles se soit prononcée en faveur de la construction de logements sur le terrain des Cailles. La ferme ainsi se rallie à la position qui a toujours été celle qui a été défendue par la Société de logements sociaux, à savoir de concilier des enjeux sociétaux qui sont majeurs pour nous, que ce soit le droit au logement ou le droit à une alimentation saine pour tous. En février dernier, une pétition de plus de 9000 signataires et une manifestation avaient été organisées pour préserver l'indépendance du projet citoyen. La commune, qui s'opposait catégoriquement à toute construction sur le site, est prête à entamer un dialogue. Je suis d'accord avec cette décision parce qu'à un certain moment, il faut trouver un accord. À partir du moment où les gens de la ferme pensent que c'est gérable, je vais modestement les aider à mettre ça en œuvre, sous les conditions qu'ils mettent dans leurs lettres, à savoir que ce soit en dehors du périmètre qu'ils travaillent et le moins impactant possible. Les négociations se poursuivent entre la commune, la Société de logements sociaux de la région bruxelloise et la Société immobilière de services publics autour du plan particulier d'affectation du sol. Alors, avec quel œil vous regardez cela, Christian Seu, vous qui avez été échevin de l'urbanisme pendant pas mal d'années à la ville de Bruxelles, ces problématiques entre logement et là, ici, c'est une ferme. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça montre bien aussi la complexité. Je ne sais pas si vous savez, c'est un terrain qui appartenait au CPS de la ville de Bruxelles. Nous en avons encore discuté il n'y a pas longtemps et qu'on a cédé en 1964, c'est bien avant que je ne commence la politique, et qui était fait pour du logement social. Et nous avons discuté il y a de cela l'année dernière en disant mais qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y avait dans la Convention une obligation de construire des logements, c'est pour ça qu'on cède le terrain. Et voilà, des années après, je suis même intervenu une deuxième fois parce qu'à certains moments, vous vous souvenez, on disait oui mais la commune va racheter pour 15 millions, etc. Je dis mais enfin ça va pas, nous on cède un terrain à petit prix pour faire du logement social et quelqu'un va le revendre. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il y avait moyen sur ce terrain, et dès le début, il y a moyen de faire les deux, c'est-à-dire de garder ce qui est l'espace vert important parce qu'il permet la rencontre des gens, tout ce qu'Olivier Deleu a expliqué, mais il y a aussi moyen de construire, donc ça je crois que c'est important. Et le troisième élément, ça c'est quelque chose pour lequel je me bats depuis toujours et je continuerai, la différence scandaleuse entre les communes du Nord et les communes du Sud en matière de logement social. Bruxelles, Molenbeek, Anderlecht, on tourne autour de 16-17%. Vous êtes à Uccle, à Woluwe-Saint-Pierre, vous avez 5%. Alors c'est vrai, vous me regardez, mais il y a une différence. À Watermal-Boisfort, ils sont les plus hauts. C'est vrai, à Watermal, ils sont 17-8. Mais ils ont aussi une qualité de logement social avec les petites maisons, etc. Mais ils ne sont pas des grands immeubles. Non, mais ce n'est pas non plus des logements super luxueux. C'est des petites maisons ouvrières. Dans beaucoup, il n'y avait pas de salle de bain jusqu'à très récemment. C'est pas bien d'accord avec paradis, vous, mais urbanistiquement, puisque c'est comme ça qu'on m'interpelle aussi, urbanistiquement, c'est quand même vachement plus intégré que d'avoir une tour de 20 étages à Neder-Overijbeek qui concentre tous les problèmes. Donc moi, je plaide pour qu'à l'avenir, et c'est ce que apparemment la responsable du logement à Bruxelles, en région bruxelloise, a dit, il faut aller vers la deuxième couronne. CityDef, qui est un autre organisme qui ne fait pas du logement social, mais qui propose du logement acquisitif qui est subventionné par la région, va aussi aller vers la deuxième couronne. Moi, je plaide ça depuis très longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait un meilleur équilibre. Ce n'est pas le nord de Bruxelles. Vous savez, à Neder-Overijbeek, et j'en termine par là, sur le temps de ma mandature, 40 ans, on est passé de 8 000 habitants à près de 20 000. On a construit avec la ville des centaines et des centaines de logements. Il faut que ça soit équilibré. Et donc, je trouve que si on arrive ici, vu la superficie du terrain qu'il y a, on doit pouvoir trouver des solutions positives pour tout le monde. Fatoumata Sidibé, de telles problématiques, ça prend des années et des années. Et on se rend compte qu'il est difficile de trouver un accord entre tous. Oui, là, c'est un accord juste et équilibré. Et de toutes les façons, je pense que ce n'est qu'une partie du territoire qui est pris pour des logements. Mais chaque fois qu'il faut des logements sociaux à Bruxelles,
il y a des désaccords, il y a des blocages, des bras de fer, parce que finalement, on est confronté à une pénurie de logements sociaux à Bruxelles. De logements tout court. Logements, oui, tout court, mais logements sociaux, quand on voit qu'il y a 50 000 ménages qui attendent le logement social, parfois 10 ans, quand on voit le coût de l'inflation, on se rend compte qu'il faut une solution à long terme. Or, la région veut des logements, les communes aussi, mais certains disent oui, mais pas chez moi. Il a raison. Boisfort est un exemple extraordinaire. Et en ce sens-là, il faudrait que la région, outre qu'inciter les communes, puisse quand même mettre en place des règles pour que les communes puissent chacun et chacune prendre leur responsabilité. Absolument pas. Non, pas pour les fusions, mais que chacun prenne un plan de répartition de logements sociaux et aussi réfléchir à la répartition géospatiale, culturelle et également sociale, parce qu'on a vu qu'il y a des ghettos dans certaines communes où on n'a pas réfléchi, ou bien peut-être de manière cynique, en tout cas à rassembler dans un lieu bien précis certaines catégories de population. Et je pense qu'au niveau cohésion sociale, c'est un très mauvais signal. Vanessa Lullier voulait intervenir. Oui, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il y a quand même il y avait la volonté en tout cas d'être à 15% de logements sociaux dans chaque commune, donc effectivement Boisfort dépasse les 15%. Je pense que les chiffres que vous avez donnés par rapport à Molenbeek ou Anderlecht sont un peu en dessous en fait, ou alors vous prenez avec les logements moyens et le logement public global, mais pour les logements sociaux, on est à moins de 15% dans ces communes d'Anderlecht. C'est quand même plus que 17%, quand même 15%. Hein. C'est plus que Saint-Pierre. J'ai regardé les chiffres qui sont donnés par Bruce il y a quelques mois, donc j'ai regardé. Mais il faut voir si c'est du public ou si c'est social, c'est ça qui est la différence. Mais avec intégrer tout ce qui est par exemple dans les contrats de quartier où nous avons reçu des subsides et obligatoirement on doit mettre des personnes qui sont dans les mêmes conditions du logement social. C'est ce package-là que je parlais. Oui, pas de bagarre de chiffres là-dessus, puisque l'idée, c'est plutôt des principes. Comment ça a évolué au fil des ans, ces rapports entre communes, régions, urbanisme, vous qui avez cette vision de 40 sur 40 ans? Mais c'est difficile au niveau du logement social si c'est de cela qu'on parle, parce qu'effectivement, il y a toujours une réaction des gens. Et donc, ça demande à la fois une longue préparation, une longue discussion avec le public environnant pour lui dire exactement ce qui va se passer, quoi, comment. Et alors, ce qui a quand même beaucoup évolué sur 40 ans, c'est aussi, évidemment, la qualité urbanistique des projets qu'on présente aujourd'hui et la qualité environnementale. Près de chez moi, à Neder-Molenbeek, je me suis battu à un certain moment contre certains de ces projets parce qu'on voulait en installer 300 d'une fois. Avec les ministres, on est allé les voir et ça a mis du temps aussi, 10 ans, mais on a diminué et on a fait moitié logement moyen, moitié logement social. Je crois qu'il y a un dialogue qui est moyen d'y arriver, mais si vous prenez les Neder-Molenbeek où on a construit aussi avec la ville et le CPS du logement moyen, parce que ça a toujours été à la ville de Bruxelles, quelles que soient les majorités, on a toujours porté haut et fort le développement du logement. Bien, tout ça doit se faire évidemment en concordance avec tout le monde, mais il faut parler avec les gens, il faut parler pour leur expliquer et il faut dire qu'ils ne doivent pas avoir peur. Oui, mais il faut que la vision de la ville soit la même partout aussi, hein, que tout le monde ait une même vision. Est-ce que cette vision, vous la ressentez, cette vision commune d'une seule et même région, avec peu d'espace vert, il faut le reconnaître Cette vision, je ne la ressens pas d'une commune à une autre. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de disparités qui sont là, mais c'est vrai qu'il faut aussi préserver l'environnement. Il faut préserver des lieux, des espaces verts, c'est très important sur Bruxelles, mais il faut aussi se réinventer et inventer une autre façon de se loger aujourd'hui quand on voit la pénurie qu'il y a, la crise de logement. Donc c'est des tours, comme Pascal Smet le propose. Mais ça, c'est pas une solution non plus au niveau humain, c'est pas du tout une vision... Peut-être un étage de plus. Oui, déjà pas mal. Et puis à certains moments, moi je ne suis pas un grand fan des tours non plus, mais j'en ai autorisé une, c'était du logement de luxe, mais elle était située à un endroit qui était sur le canal où il n'y avait pas d'ombre portée, rien. Je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, mais il y a moyen de... Il y a des endroits où on peut... Il y a des endroits où on peut faire du logement plus haut, je pense. Yves Kenyen. Oui, deux, trois petites choses très brièvement. Mais la tour dont vous parlez, c'est celle qui est en face de Tour et Taxi. Là, mais c'est pas du logement social, ça, que je sache, on est d'accord. Non, c'est du logement pour riches, bien entendu, ça on est d'accord. Mais ici, on parlait sur la dimension urbanistique. Et quand on est dans une région qui est forcément cernée, entre guillemets, au niveau de son expansion des terrains, il faut qu'à un certain moment, on voit quoi. Mais il faut penser ça. Mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur automatiquement d'avoir un bâtiment de 20 étages. Il ne faut pas être anti-tour sur le principe.
principe. Mais maintenant, le problème, c'est que maintenant, il n'y avait pas eu de vision, donc du coup, maintenant, c'est un peu en bricole, quoi. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'espaces à Bruxelles qui sont constructibles et qui ne sont pas nécessairement cultivés par un fermier. Je pense à tout le site de Scarbeck Formation, toutes par les exemple. friches de la SNCB, effectivement. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a moyen de construire du logement social sans faire des tours. C'est simplement une question de volonté de la part des pouvoirs publics. En France, ils ont une loi qui oblige à construire 20% de logement social. Personne ne le respecte évidemment, mais enfin, la loi existe et je pense qu'on pourrait très bien imposer ça en Belgique. Alors c'est vrai qu'il y a une grande à Bruxelles, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une grande disparité entre les communes parce que bon, c'est pas le même habitat, c'est pas les mêmes loyers, c'est pas le même prix. Mais bon, voilà, la ville s'est construite comme ça. Privilège de l'âge, je laisse le mot de la fin à Christian Seu. Non, mais je pense effectivement qu'il y a des terrains, mais il faut faire attention. Scarbeck Formation, c'était nouveau une question de coût. Je pense que le gouvernement, je suis bien informé, est en train de travailler sur ces zones-là, mais plutôt pour, je vais dire, schématiser en zone industrielle. Parce que si vous devez y construire du logement et que vous devez dépolluer le site, là, je peux vous dire que c'est bon au point de vue dépenses, et ça sera, à mon avis, pas possible. On passe au coup de cœur. Très rapidement, Vanessa voulait nous parler d'une pièce de théâtre au parc. Oui, c'est une flûte enchantée. Donc, c'est l'histoire, en fait, évidemment, du célèbre opéra de Mozart. C'est comment il a été créé. Donc, on retrouve sur scène Mozart qui eh bien, est un petit peu pris par son inspiration et qui fait plein d'autres choses en même temps, notamment un requiem. Et c'est un joli spectacle avec 3 chanteurs lyriques aussi sur scène, en plus des comédiens, et d'une pianiste qui est là. Donc, voilà, c'est un bon moment et c'est jusqu'au 2 avril. Et Yves veut vous parler d'une école, une petite école. Oui, la petite école, Christian doit certainement la connaître, puisqu'il est nommé en 2017 Marolien d'honneur. La petite école qui fête ce mois-ci ses 5 ans et qui accueille des enfants de l'exil qui n'ont jamais été scolarisés et qui fait un travail de terrain pour les amener à rencontrer l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de retenir ces... comment dirais-je, il y a des images dans une des vidéos, je pense que c'est celle-là, on voit un gamin qui frappe un dessin qui est accroché et après on voit que l'éducatrice l'amène pour taper sur un clou et pour passer sa rage sur un clou en construisant quelque chose. Et bien cette image est très symbolique de ce qu'on fait là et je voudrais signaler qu'il y aura un film sur la petite école qui va sortir en avril au cinéma Aventure et qui s'appelle Éclaireuse. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro des Experts. Merci.